Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo consacrée à mes meilleures lectures de l'année 2021. J'en ai sélectionné qu'un, c'était un hasard, étant donné que c'est un nombre pratique, le hasard fait bien les choses. On va commencer par celui-ci, Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett aux éditions Robert Laffont. Alors, pour la petite histoire du livre, on se trouve ici avant Les Piliers de la Terre, qui est un livre que j'avais adoré. J'ai vraiment énormément apprécié, c'est via ce livre que j'ai connu Ken Follett. Quand celui-ci est sorti, je me suis ruée dessus pour le lire et j'ai vraiment adoré. Alors, on se trouve dans les années 1990, 1997, il me semble. Et les Anglais font face au début des invasions des Vikings. Et on va suivre principalement trois personnages dont les destins vont être liés et étroitement entremêlés. Alors on a le personnage de Edgar qui est un constructeur de bateaux, un travailleur qui va voir sa maison et sa vie complètement chamboulée et complètement détruite à cause justement des Vikings. On va suivre aussi Ragna qui est une jeune noble normande qui va être envoyée en Angleterre pour se marier. C'est un mariage d'amour avec un Anglais et quand elle va arriver sur place pour démarrer sa nouvelle vie auprès de son mari, elle va vraiment être très déçue. Les coutumes et la façon de faire des gens sont très différents et sa relation avec son époux n'est vraiment pas celle qu'elle pensait à la base. Et enfin, troisième personnage, c'est le personnage d'Aldred qui est un moine idéaliste qui rêve vraiment de transformer son abbaye en un énorme centre d'érudition. J'ai adoré cette lecture, c'est un pavé mais ça se lit vraiment facilement, c'est superbement bien fait comme les livres de Ken Follett. Donc, second livre, c'est celui-ci, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette des éditions Gallimard Jeunesse. Il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, le 1 et le 2, je les ai lus tous les deux cette année-ci. C'est la saga que j'apprécie, donc pas spécialement le tome 1, mais ici bon, j'en ai sélectionné un seul évidemment pour vous présenter dans cette vidéo, mais c'est l'histoire en elle-même que j'adore. On est ici dans un monde de magie, on va suivre le personnage de Charlie, qui est un enfant, un adolescent tout à fait normal jusqu'à ce qu'il apprenne en fait que sa grand-mère est un membre important de la société magique, de la société des magiciens, et qu'elle court un grave danger. Donc il va devoir aller la sauver et il va atterrir dans ce monde plein de magie. C'est vraiment super chouette, c'est vraiment super bien fait. J'ai adoré aussi bien le tome 1 que le tome 2 et j'ai hâte de découvrir la suite. Livre suivant, c'est cette saga. À nouveau, ceci est le tome 1, mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai beaucoup aimé également tous les deux. C'est ici Le Prince Cruel de Holly Black. On est aux éditions Rajo. On va suivre ici Jude qui vit avec sa famille, sa petite sœur, et elle va être à un moment donné enlevée et emmenée dans le monde des failles. Donc c'est des créatures qui sont immortelles et qui sont assez fascinantes, un peu comme des elfes. Mais ce sont aussi des créatures assez cruelles. Donc elle va être plongée dans ce monde où elle va devoir apprendre à se défendre, à aussi se protéger des sortilèges que les failles pourraient lui envoyer. Et en plus de tout ça, eh bien, Jude s'est fait un ennemi qui est vraiment très puissant étant donné que c'est le prince Cardan, qui est l'héritier de la couronne. Très chouette histoire également. Je pense que c'est une trilogie, donc j'ai hâte d'avoir le 3e tome pour pouvoir finir cette saga. Passons maintenant au Royaume assassiné de Alexandra Christo. On est aux éditions de Saxus. La couverture est magnifique évidemment, mais en dehors de ça, ici c'est une histoire sur une sirène. C'est un peu une revisite de La Petite Sirène. On va suivre ici Lyra, qui est une sirène qui est dangereuse. Et en fait, ces sirènes prennent le cœur des princes
qui ont le malheur de tomber sur elle. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes. Elle a des problèmes avec sa mère qui est pas très sympa avec elle, qui la pousse toujours plus loin, qui est extrêmement dure avec elle et suite à un mécontentement, pour la punir, elle va la transformer en humaine. Donc les êtres que les sirènes détestent le plus au monde. Elle va être sauvée par un humain qui est le prince Élian. Qui lui a comme objectif justement de protéger son peuple et protéger ses semblables des sirènes. Donc c'est un chasseur et un tueur de sirènes. Donc ici on va voir justement ces deux personnages qui sont totalement opposés. Chacun représente tout ce que l'autre déteste et ils vont devoir justement s'allier malgré eux pour faire face à une menace beaucoup plus grande. C'est vraiment superbement bien fait. J'ai vraiment adoré l'histoire. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est revisite, tout ce qui est histoire par rapport à l'océan et aux sirènes, ce livre est fait pour vous. Passons à Dragons et mécanismes de Adrien Thomas et on est aux éditions Rajo. On peut voir, il y a des petites dorures sur toute la couverture qui est splendide avec tous ces détails. Alors c'est un livre assez épais, hein. Il y a quand même plus de 600 pages, mais franchement on ne les voit pas défiler. C'est l'histoire de deux personnages qui sont opposés. On a premièrement Dag, qui est un garçon qui survit en volant, en chapardant, qui va faire la rencontre de Mira. Mira est une mécanomage de génie, donc c'est quelqu'un qui a un talent pour construire plein de choses. Et ces deux personnages vont se rencontrer d'une façon étonnante parce que Mira va se retrouver en difficulté et Dag va justement la défendre. Suite à ça, ils vont être obligés de s'enfuir à deux pour sauver Mira de cette personne qui la poursuit. Et ils vont vraiment, ça va être autour de toute cette course-poursuite de ce personnage qui essaye de retrouver Mira à cause de son talent, de son génie. C'est vraiment bien, ça se lit tout seul, c'est un univers un peu particulier, moi j'ai adoré, donc je vous le conseille, Dragons et mécanismes. Passons à La Maison Chapelier de Tamzin Merchant, je ne sais pas si je prononce bien, et on est aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors nous sommes dans la ville de Londres, et on va suivre principalement la famille Chapelier, qui sont des personnes qui fabriquent des chapeaux. Mais ce sont des chapeaux particuliers, étant donné qu'ils sont magiques. Ça veut dire qu'ils sont faits avec des matériaux particuliers, des matériaux un petit peu magiques également. Et quand la personne porte ces vêtements, ils vont être influencés. Leur humeur va être influencée par le chapeau qu'ils portent. Dans la ville de Londres, il y a d'autres maisons aussi qui sont spécialisées dans d'autres types de vêtements et ils travaillent chacun vraiment de leur côté, sans interaction, ils gardent jalousement leurs secrets. Et un soir, le père de la jeune fille qu'on va suivre qui s'appelle Cordelia, Cordelia qui est une apprentie chapelière, on va dire. Elle n'a pas encore l'âge vraiment ni l'expérience de travailler à 100% avec sa famille. Mais donc voilà, ils sont en attente de son père qui rentre par bateau avec une cargaison avec tous les produits dont ils ont besoin pour fabriquer les chapeaux. Et malheureusement, le bateau s'échoue. Tout le monde est évidemment dévasté, attristé dans sa famille, mais Cordelia, elle est sûre que son père est vivant. Donc elle va commencer à le chercher. Parallèlement à ceci, on a la reine qui va demander au chapelier de créer un chapeau particulier. Un chapeau qui aura un énorme enjeu parce que ce sera un cadeau à offrir pour le roi de France. C'est un chapeau qui est censé apaiser les tensions justement entre les deux pays pour éviter la guerre. Les chapeliers vont se lancer dans la confection de ce chapeau qui doit être fait au plus vite. Le problème, c'est que le chapeau va être volé.
Cordelia va évidemment se lancer à la quête de ce voleur, étant donné que l'enjeu est énorme. J'ai vraiment adoré l'univers de ce livre. Le tome 2 est sorti, on m'a dit, mais encore en anglais, donc je vais attendre sa traduction en français pour pouvoir poursuivre justement les aventures de Cordelia et voir si elle va finalement retrouver son père. Passons au suivant, Le Carnaval des Ombres de Hergé et Laurie. Ici, on est aux éditions Sonatine. C'est une autre ambiance. Donc ici, on va se retrouver aux États-Unis dans les années 1950-1960. On est au Kansas, dans une petite ville où s'est établi un cirque itinérant. Et dans ce cirque, on va retrouver un soir un cadavre particulier parce qu'il a des tatouages assez étranges. Un agent spécial qui est l'agent Michael Travis va être envoyé sur place et aura pour mission de résoudre cette enquête. Alors il va arriver sur place dans cette petite ville et il va faire la connaissance des différents membres de ce cirque. Il va constater que ces gens sont assez particuliers, ils sont assez à l'écart. Qu'ils forment vraiment une famille très soudée, qu'ils ont aussi des secrets, bien sûr, des secrets comme tout le monde, mais voilà, ils ont un parcours assez particulier. Il va essayer de vraiment démêler tout ça. Alors dans cette histoire, ça tourne vraiment autour des faux semblants. Donc toutes les certitudes sont remises en question, surtout pour ce personnage de Michael Travis, qui a des convictions et des certitudes, évidemment, comme tout le monde. Mais lui, il a vraiment forgé toute sa vie autour de ses convictions et de ses certitudes et tout va être chamboulé. C'est vraiment très très bien fait. J'ai adoré le côté psychologique qu'il y a dans ce livre, qui est vraiment très poussé autour des personnages. Donc, excellente lecture. Ensuite, on a celui-ci, bien sûr, qui est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. On est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un petit livre, enfin pas si petit que ça quand même, qui a un peu plus de 300 pages, 340, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment excellent, c'est un coup de cœur, c'est tout doux. On va suivre ici l'histoire de Jack qui a une peluche préférée, une peluche favorite qui l'emmène partout, qui est plus qu'un simple objet, c'est son ami, c'est son confident. Et cette peluche va être perdue et on va lui en offrir une autre, donc on va lui offrir le cochon de Noël qui ne reçoit pas un très bon accueil de la part de Jack étant donné qu'il veut sa peluche initiale. Et ce cochon de Noël, la nuit de Noël va s'animer et ce cochon va lui annoncer qu'il est possible de retrouver sa peluche, donc son cochon, en se rendant au pays des choses perdues. Et ils vont donc tous les deux se lancer dans cette aventure pour tout faire pour retrouver son cochon. C'est une superbe histoire. Dedans, il y a plein de superbes illustrations aussi. C'est super bien fait. L'univers est riche, c'est bien amené, c'est bien construit. On a des questions intéressantes, une réflexion qui se pose, notamment au niveau de la consommation, au niveau des cadeaux qu'on fait ou qu'on reçoit. Tourné vraiment d'une façon incroyable. Excellente lecture. J'enchaîne avec Son espionne royale de Rice Bowen. On est aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. J'ai pris à nouveau le premier tome parce que j'ai lu des tomes 1 à 6 jusqu'à présent et je les ai tous adorés. Je n'ai pas réussi à trancher, donc je vais prendre toute la série en entier. J'adore, c'est vraiment super. Ici, on se retrouve à Londres et on va suivre le personnage de Georgie. Georgie qui est une jeune fille qui est un peu à la charge de sa famille, mais sa famille, donc son frère et sa belle-sœur, sont pas très sympas avec elle. Ils font partie de la famille royale, mais le problème c'est qu'ils ont pas beaucoup d'argent. Vraiment pas beaucoup. Ils ont des grosses difficultés financières, donc avoir Georgie à leur charge, ça occasionne des frais, ce qui ne fait clairement pas le bonheur de sa belle-sœur. Donc Georgie va toujours essayer de se débrouiller, mais étant donné son statut, il est très mal vu qu'elle travaille.
qu'elle prenne un emploi. Donc elle va à chaque fois essayer de se débrouiller justement pour pouvoir simplement vivre et avoir de l'argent pour cela. Et au fur et à mesure des tomes, elle va chaque fois être confrontée à un meurtre, où elle va à chaque fois avoir une mission à remplir à la demande de la reine qui va l'amener sur des territoires variés. Et à chaque fois il va se passer quelque chose où elle va être amenée à mener l'enquête. C'est vraiment superbement bien fait. Également celui-ci, le premier tome, donc Rendez-vous avec le crime des détectives du Yorkshire, de Julia Chapman, et également aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. On est également sur un cosy mystery qui va se dérouler évidemment dans le Yorkshire, où on va se retrouver dans un petit village dans son jus, où les deux personnages principaux, ce sont d'un côté, on a Samson O'Brien, qui est natif du village, mais qui l'a quitté du jour au lendemain. Donc les habitants ont cette rancœur vis-à-vis de lui. Il est vraiment pas apprécié au village, et il va être amené à revenir. Il va revenir et il va lancer son agence, une agence de détective étant lui-même policier. Et d'un autre côté, on a le personnage de Delilah, qui elle, tout comme lui, elle le connaît depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont enfants. Contrairement à lui, elle a toujours vécu dans ce village et elle a une agence de rencontres. Et son affaire est en difficulté, notamment à cause de son ex-mari. Et voilà, ces deux personnages vont être amenés à collaborer. Ils vont travailler dans le même bâtiment. Donc Samson va occuper le rez-de-chaussée et Delilah sera au premier étage. Et il va y avoir une série d'accidents dans le village, des accidents assez louches, et on va justement engager Samson pour enquêter là-dessus. Vient ensuite Eragon, la saga. En elle-même, j'ai lu 3 tomes, donc le 1, le 2 et le 3. Le 4e est dans ma palle en attente. C'est de Christopher Paolini. Pour celui-ci, en tout cas, on est aux éditions Bayard Poche. Le tome 2 et 3, je les ai en grand format. Donc de nouveau, c'est pour cette histoire que j'aime beaucoup, l'histoire d'Eragon, qui est un jeune garçon qui mène une vie toute simple jusqu'au moment où il va trouver un objet étrange dans la forêt, comme une grosse pierre bleue, qui va ramener en se disant que peut-être elle vaut de l'argent. Il va la ramener chez lui et constater un peu plus tard que c'est pas une pierre en fait, mais que c'est un œuf de dragon. Un dragon va éclore. Il va décider de l'élever. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir toute sa quête, qui est de devenir un dragonnier. Et évidemment, de défier le roi actuel, qui est un roi maléfique, qui se nomme Galbatorix. Nous avons la légende de Podkin le Brave. C'est une trilogie. Ici, on est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est écrit par Kieran Larwood. Donc il y en a 3, j'ai pu lire les 3 et donc clôturer. C'est une superbe histoire qui met en scène des lapins, notamment Podkin le Brave avec sa sœur et son petit frère. C'est une ambiance clairement Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de similitudes à ce niveau-là. Donc les lapins vivent tranquillement dans leur grand terrier jusqu'au jour où ils vont être attaqués par des lapins qui ont été influencés par une créature maléfique qui les rend beaucoup plus performants. Ils ont des armures de fer qui est un métaux maléfique également, et ils sont occupés à envahir toutes les terres pour les annexer jusqu'à la dernière, et ils vont arriver sur les terres de Podkin et sa famille. Le papa de Podkin est un des chefs et ils vont se faire attaquer. Podkin, son frère et sa sœur vont s'échapper et vont aller chercher de l'aide justement pour faire face à cette menace. Et on part sur la quête de ces 3 petits lapins qui vont rencontrer plein de personnes, qui vont avoir beaucoup de difficultés, qui vont devoir faire preuve de vraiment beaucoup de courage, de persévérance. C'est superbement bien amené.
On passe à ceci, donc un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger aux éditions 10-18. J'ai vraiment beaucoup adoré ce livre où on se retrouve à Londres dans les années 1860 et on va suivre le personnage de Lizzie Martin qui est une jeune fille qui vient de perdre son père qui était médecin. Elle vivait dans un village qui peut être considéré un petit peu comme campagnard et elle va, suite au décès de son père, devoir changer de vie et elle arrive à Londres où on lui a proposé une place de dame de compagnie pour l'épouse de son parrain décédé également. Donc elle arrive et elle va un peu découvrir la ville. À ce moment-là, justement, ce qui coïncide avec son arrivée, c'est la découverte d'un cadavre qui va s'avérer être celui de la jeune fille qui servait de précédente dame de compagnie de sa tante. Il y a donc une enquête qui va être menée par un inspecteur de police qui s'appelle Benjamin Ross. Et donc Lizzie et Benjamin Ross vont être amenés à se rencontrer et ils vont former un duo pour résoudre cette enquête. On approche de la fin avec l'avant-dernier qui est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, toujours aux éditions 10-18. C'est le tome 1 que j'ai pu lire cette année. Je suis en train de lire d'ailleurs le tome 2. J'ai adoré. C'est vraiment une superbe histoire. On se retrouve ici en Allemagne dans les années 1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Et on va suivre une famille de riches industriels. Donc un couple qui... dont le mari travaille dans le textile justement. Ils ont 3 enfants, Paul, Elisabeth et Kitty. Et ils ont évidemment plein de personnel à leur disposition. Et un jour va arriver dans leur maison une jeune fille, une jeune orpheline qui s'appelle Marie. Marie qui a un secret par rapport à sa naissance. Donc on va découvrir toute l'intrigue qu'il y a autour du secret de cette naissance et on va se rendre compte que son destin est vraiment, que son histoire en fait est étroitement liée avec cette famille Melzer. C'est vraiment génial, j'ai adoré et le tome 2 est bien entapé parce que ça se lit vraiment très bien, c'est fluide, c'est excellent, c'est vraiment une lecture à faire. Ensuite vient le dernier, c'est celui-ci, c'est Anne de Green Gables, des éditions Monsieur Toussaint L'Aventure. C'est écrit par Lucy Maud Montgomery. J'ai adoré cette histoire, c'était aussi un énorme coup de cœur où on va suivre l'histoire de Anne qui est une petite orpheline qui va arriver chez Matthew et Marina suite à une erreur. Ce sont un frère et une sœur qui vivent ensemble et qui ont une ferme. Et à la base, ils avaient demandé pour aider Matthew dans son travail de fermier qu'on leur envoie un jeune garçon, donc un orphelin, pour pouvoir justement un peu le soulager et l'aider au niveau de la ferme. Mais il y a une erreur dans la demande et au lieu d'avoir un garçon qui leur est envoyé, c'est cette petite fille, c'est Anne, qui est un personnage assez particulier pour ce frère et cette sœur. C'est une petite fille qui est extrêmement bavarde, qui va chambouler complètement leur vie. Elle a une imagination débordante, elle est vraiment à part, elle est assez particulière mais elle est tellement attachante. C'est vraiment une histoire splendide. L'histoire, elle est charmante, elle est légère, c'est poétique, tout est en délicatesse. C'est vraiment une lecture rafraîchissante. C'est une histoire très émouvante. Il y a énormément de tendresse et d'émotion dans ce livre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici présentées, à mon sens, les meilleures lectures que j'ai pu faire durant cette année 2021. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quelles, selon vous, sont les meilleures lectures de votre année 2021. Je vous remercie et je vous dis à très vite.